Désormais incontournable, l'intelligence artificielle offre autant de possibilités qu'elle présente de défis, une nouvelle frontière de la médecine. C'est ainsi que la voix, l'académicien que nous allons maintenant écouter, et pour en tirer le maximum de bénéfices, en gardant la relation patient-médecin au cœur de la pratique, et bien l'intelligence artificielle doit être utilisée de manière éthique et équitable. Madame la Présidente, c'est le propos que va développer ce premier orateur. Le professeur Philippe Cole est membre associé de notre compagnie. Il est chirurgien cardiovasculaire, professeur ordinaire de biochimie et physiologie humaine à l'Université de Liège. Il est aussi directeur du département de gestion du système des informations du CHU. Mis à part ses nombreuses publications, les nombreux prix qu'il a obtenus, il préside également le Festival du film de la santé à Liège. Et ses hobbies, pour une fois que j'ai les hobbies qui sont présents sur les CV, sont le cinéma, la lecture, la marche et la natation. Merci Philippe pour ce thème que tu vas développer maintenant, que tu as intitulé « Le nouveau scalpel de la médecine ». Madame la Présidente, Monsieur le Premier Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, c'est un honneur de m'exprimer, je pense pour la troisième fois à cette tribune. C'est toujours un grand plaisir pour moi et je vais essayer de vous expliquer un peu d'abord ce qu'est l'intelligence artificielle, parce qu'il y a pas mal de notions, de termes derrière ça, et puis quelles sont les applications, quelques exemples d'applications en médecine, et je terminerai un peu par certaines mises en perspective, notamment au niveau éthique. Donc l'intelligence artificielle, nouveau scalpel de la médecine. La définition de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle désigne la simulation des processus de l'intelligence humaine par des machines, en particulier des systèmes informatiques. Ces processus incluent évidemment l'apprentissage, le raisonnement et l'autocorrection, et les applications spécifiques de celles-ci comprennent des systèmes experts, les reconnaissances vocales et visuelles, le traitement du langage naturel, la robotique et la prise de décision. Alors classiquement, il y a 3 niveaux dans l'intelligence artificielle. Le premier niveau, le plus simple, est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite. Dans cette intelligence artificielle, elle n'est spécialisée en fait que dans une gamme étroite de paramètres ou de situations telles que la reconnaissance vocale ou les voitures sans conducteur, par exemple. Donc, typiquement, une voiture sans conducteur, elle va fonctionner avec des cartes en 3 dimensions et elles sont contrôlées par un chauffeur Google. Nous connaissons les appareils à commande vocale, comme par exemple Siri ou Alexa, avec les limites que l'on connaît, ou les filtres de messagerie. La plupart des boîtes de réception offrent aux utilisateurs la possibilité de trier des spams et de signaler des messages spéciaux. Nous sommes dans l'intelligence artificielle étroite, donc inférieure très nettement à l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle générale, nous sommes dans la capacité de la machine à apprendre. C'est ce qu'on appelle une intelligence forte qui correspond ou devrait correspondre à celle de l'intelligence humaine. Elle nécessite en fait que les machines puissent effectuer des tâches intellectuelles comparables à celles des humains, et il faut évidemment des tests pour pouvoir vérifier cela. Et on connaît en particulier, je reviendrai dans quelques instants, le test de Turing, qui vérifie la capacité d'une machine à agir comme celle d'un humain. Et la machine doit obtenir un score de 70% ou plus, et elle est classée alors comme un robot, AGY, donc General Artificial Intelligence. Le test du café est tout simple, ça consiste à demander à un robot de pénétrer dans un environnement domestique, de trouver du café, d'apprendre à le préparer, de réussir un examen d'embauche, par exemple. Je donne des exemples que l'on peut multiplier largement. ChatGPT, on va y revenir, se situe dans ce domaine de l'intelligence. Le troisième niveau, c'est la conscience de la machine, c'est l'intelligence artificielle supérieure. Alors pourquoi supérieure? Parce qu'elle est, ou elle serait, supérieure à l'intelligence humaine. Alors où sommes-nous? Nous sommes dans le deuxième niveau. On n'est pas dans le troisième niveau la plupart du temps. Alors l'intelligence artificielle comprend toute une série de sous-domaines relativement simples ou complexes. Le premier est l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle classiquement le machine learning, donc qui est une méthode d'analyse des données qui automatise la construction de modèles analytiques
et qui repose donc sur l'idée que des systèmes peuvent apprendre des données, identifier des modèles et prendre des décisions, le mot décision est important, avec un minimum d'intelligence humaine, d'intervention humaine plus exactement. Une sous-catégorie de cet apprentissage automatique, c'est le deep learning. Pourquoi deep? Parce qu'il utilise des réseaux de neurones artificiels avec un certain nombre de couches en profondeur, d'où la notion de deep, qui permet le traitement de données à grande échelle et la reconnaissance de motifs complexes, par exemple. Vous allez retrouver également un autre domaine dans lequel nous allons retrouver la traduction automatique, les chatbox, et l'analyse de sentiments, qui est le traitement du langage naturel. La vision par ordinateur, on va retrouver là-bas le radiodiagnostic ou la reconnaissance faciale, et on va y revenir, l'intelligence artificielle probablement la plus avancée, qui est générative, qui va générer de nouveaux contenus, comme des textes, des images et même des vidéos. Donc des modèles comme GPT-3, qui est le moteur derrière ChatGPT, ou ce qu'on appelle les GAN, on y reviendra, Generative Adversarial Networks, en sont des exemples. Donc vous voyez que là, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien comprendre qu'il y a toute une série de sous-domaines qui se cachent derrière ce terme, qui est très vaste, un peu comme, si vous voulez, l'intelligence humaine aussi, qui a de multiples définitions. Alors un point très important qu'il faut également distinguer, c'est l'intelligence artificielle déductive de la générative, qui est une évolution récente. Dans l'intelligence artificielle déductive, elle va se baser sur la logique et sur des règles prédéfinies pour tirer des conclusions à partir de données existantes. Elle utilise des systèmes de raisonnement formels, souvent basés sur des règles, des faits, pour effectuer des inférences logiques. Donc un exemple, c'est qu'un système expert médical utilise des règles pour diagnostiquer une maladie en fonction des symptômes des patients. Pour l'opposer à l'intelligence artificielle générative, qui est capable de créer, donc il y a une notion de création, vous voyez la différence, c'est important, de nouvelles données qui sont similaires aux données d'entraînement. Elle va utiliser des modèles probabilistes et des réseaux de neurones, comme ceux cités tout à l'heure, il y a un instant, donc des réseaux génératifs adverses et des transformateurs pour générer des contenus nouveaux. Et on va retrouver là-bas la génération de données synthétiques, les chatbots avancés, dont mon générateur parlera certainement, et la traduction automatique. Vous voyez une différence importante. Alors si on reprend une ligne du temps brièvement, quelques dates clés, vous voyez qu'en 1943, déjà, McCullon et Waterpitz vont introduire le premier modèle de neurones artificiels. Alan Turing, que nous connaissons, pour différentes raisons, notamment la vulgarisation cinématographique, va proposer le test de Turing, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, pour évaluer cette intelligence artificielle, enfin l'intelligence d'une machine, et il va publier l'article Princeps, Computing Machinery and Intelligence. 6 ans plus tard, le terme d'intelligence artificielle est introduit lors de la conférence de Dartmouth, qui est généralement citée. On va voir alors dans les années 60 différents éléments, et un coup d'arrêt qui est marqué par Marvin Minsky et Seymour Papert, qui publie Perceptron, qui met en fait en lumière les limites des réseaux de neurones et qui va entraîner une diminution de l'intérêt pour ce domaine. Il faut attendre une vingtaine d'années pour qu'en 1986, on redécouvre et on popularise l'apprentissage profond avec la publication des 3 auteurs indiqués là-bas, sur la rétropropagation dans les réseaux de neurones. De nouveau, on retrouve la notion neuronale, on sait bien en neurologie, la notion par exemple de réseau de circuits réverbérants. Ça évoque quelque chose. En 1997, c'est une date importante au niveau des exploits de l'intelligence artificielle, où Deep Blue d'IBM va battre le champion du monde d'échecs Garry Kasparov, marquant un jalon dans les capacités des machines à dépasser l'humain dans les tâches spécifiques. Au niveau du jeu, il faudra attendre quasi 20 ans pour avoir un progrès important, où on voit en 2015, donc l'année 2010 dans la diapositive, AlphaGo de DeepMind qui va battre le champion du monde de Go grâce à l'apprentissage
par renforcement profond. Et puis vous voyez dans les années 2020 un bond important avec OpenAI qui lance GPT-3 et les applications d'intelligence artificielle générative qui deviennent de plus en plus courantes. Vous voyez un processus qui se développe progressivement et puis qui augmente de manière exponentielle. Je crois que c'est ce que l'on peut retenir. Alors, on vient à la notion de deep learning, apprentissage profond, avec de multiples possibilités de réseaux de neurones artificiels. Je ne vais pas les citer tous, vous les voyez apparaître sur la diapositive. De nouveau, quand on parle d'intelligence artificielle, vous voyez que ça cache énormément de possibilités. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va caractériser ces éléments le plus souvent en fonction de l'architecture des couches intermédiaires. On peut aussi différencier les réseaux de neurones, au prend évidemment artificiel, par le nombre d'épaisseurs qui sépare l'entrée de données de la production du résultat, en tenant compte du nombre de nœuds cachés du modèle ou en considérant le nombre d'entrées et de sorties de chaque nœud. De nouveau, vous retrouvez une certaine analogie avec la neurologie. Avons-nous des voix monosyllabtiques, polysyllabtiques, réverbérantes, etc. Évidemment, l'analogie se trouve en partie là-bas. Je donnerai 2-3 exemples. Les réseaux de neurones convolutifs sont principalement utilisés pour le traitement des données structurées sous forme de grilles, comme les images. Les réseaux de neurones à capsules sont conçus pour surmonter certaines limitations des CNN, des neurones convolutifs, en capturant les relations spatiales entre les objets dans les images, ou les réseaux de neurones à tension attentionnelle, ce qu'on appelle les transformers, qui sont utilisés pour capturer les dépendances dans les séquences en utilisant des mécanismes d'attention. Donc de nouveau, vous voyez la multiplicité des relations. Un autre élément qui est très important, peut-être un des plus importants de la discussion, concerne la distinction entre l'utilisation de données réelles et de données synthétiques. Les données réelles sont obtenues, comme vous en doutez, via des cas d'usage réel, par exemple une photo prise en appareil photo, ou l'utilisation de données médicales réelles, avec évidemment le risque de divulgation de ces données. On a des considérations éthiques plus importantes. Par opposition à l'utilisation de ces données réelles, les données synthétiques sont des données irréelles, si vous voulez. Elles sont créées par des intelligences artificielles. Donc il n'y a pas de données réelles utilisées. Par exemple, une image d'un individu qui est générée par une IA, la personne n'existe pas dans la vraie vie. Le coût est plus faible et la flexibilité est très élevée puisqu'on peut générer théoriquement toutes les données dont on a besoin. Donc cela signifie qu'on peut créer d'énormes quantités de données synthétiques et de permettre à l'IA d'apprendre à partir de celles-ci sans mettre en danger la vie privée de quiconque. Je suppose qu'on aura compris que l'intelligence artificielle a besoin d'un nombre extrêmement élevé de données, puisqu'elle utilise ces données pour se nourrir, pour apprendre et pour évoluer. Si vous utilisez ChatGPT basé sur des données il y a 3 ans, vous n'avez pas évidemment la même finesse, si je puis dire, ou la même actualité que des données tout à fait récentes. Donc, l'objectif de ce travail sur les données synthétiques, c'est de rendre l'IA plus intelligente sans risque, ou en tout cas avec un moindre risque, un apprentissage sûr et solide, des données globalement peu coûteuses et faciles à obtenir, avec une économie de temps et d'argent. Gartner, qui est, ceux qui s'intéressent à l'informatique, une firme américaine qui intervient dans toute une série de classements, notamment le fameux Magic Quadrant de Gartner, prévoit que d'ici à 2030, les données synthétiques éclipseront complètement les données réelles dans les modèles d'intelligence artificielle. Vous voyez où nous sommes en 2022, au moment où l'article a été rédigé, et cette évolution exponentielle où d'ici à, on va dire, probablement 5 ans, l'utilisation des données synthétiques va largement dépasser l'utilisation des données réelles. Alors ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle, modèle de langage avancé basé sur l'architecture GPT, donc Generative Pre-trained Transformer, qui est développé par OpenAI, dont la version actuelle est la 4. Et ce modèle
utilise une architecture de réseau de neurones transformateurs, c'est pour ça que je l'ai mis en exergue tout à l'heure, qui est efficace pour traiter de grandes quantités de textes et comprendre le contexte sur de longues séquences de mots. Et vous voyez, il est entraîné sur un corpus de textes provenant d'Internet, il est multilingue, compréhension contextuelle, utilisé dans de nombreux domaines comme l'éducation, la création de contenu, la recherche. Il va répondre à des questions, générer des idées, assister à la rédaction. On connaît la crainte dans les universités que les étudiants l'utilisent pour rédiger leur mémoire, par exemple, et capable de produire du contenu original. C'est un point important. Il ne va pas uniquement chercher des informations et faire une synthèse, y compris des histoires, des essais et des articles. Alors, ChatGPT, en quelques chiffres, vous voyez que ça donne un peu, quelque part, le tournis, des trillions de mots provenant de diverses sources textuelles en ligne, presque 180 milliards de paramètres, des dizaines de millions de dollars de coûts d'entraînement, presque 2 milliards de visites en avril 2024, 100 millions d'utilisateurs actifs avec une croissance quasi exponentielle, et un nombre important de dollars dépensés, mais quand même relativement peu, pour 100 millions d'utilisateurs, et 70-80% de taux de précision. On n'est pas encore tout à fait au niveau de l'intelligence artificielle, de l'intelligence humaine, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors, question un peu provocante, et si la présentation que je vous fais avait été créée par une intelligence artificielle? Donc, est-ce que ces images, cette ligne du temps, ont été créées par une intelligence artificielle? Réponse est non, mais est-ce qu'il est toujours pertinent de faire la distinction? Question que nous posons est quelque part provocatrice, mais probablement pertinente. Parce que si cette présentation avait été entièrement conçue par une IA, peut-être qu'elle serait plus objective, en s'appuyant sur une analyse de vastes ensembles de données pour identifier les informations les plus pertinentes et les tendances émergentes. Parce qu'elle excelle dans la collecte, le traitement, l'analyse rapide de données. C'est impossible d'analyser aussi rapidement et de manière aussi complète, même par un cerveau humain particulièrement performant. Mais néanmoins, la crédibilité d'une présentation repose-t-elle uniquement sur l'objectivité des données présentées? Probablement non, bien sûr que non. L'expérience humaine, le jugement, et en particulier le jugement clinique, dans le domaine de la médecine, ou le jugement dans le domaine de la recherche, et la capacité à comprendre et à interpréter des nuances complexes des informations médicales sont des éléments essentiels qu'elle, l'intelligence artificielle, ne peut pas encore reproduire. Nous apportons, médecins et chercheurs, une perspective contextuelle, éthique, empathique, qui est évidemment cruciale dans le domaine de la santé et dans tous les autres domaines. Et il est évidemment essentiel de maintenir un équilibre en s'assurant que la technologie va augmenter et non pas remplacer l'intelligence et l'intuition humaine. Mais c'est important de se poser la question, est-ce qu'une présentation qui est faite par l'intelligence artificielle est nécessairement à rejeter? Certainement pas au niveau de l'objectivité. Et au niveau de la nuance et du côté humaniste, certainement. Dans la deuxième partie de mon exposé, je voudrais évoquer avec vous quelques exemples d'applications actuelles de l'intelligence artificielle générative. Donc en termes d'aide au diagnostic et au choix du traitement, par exemple l'apprentissage par imitation et feedback, l'aide aux professionnels de la santé, ça reçoit encore assez peu d'écho auprès des cliniciens. Personnellement, je suis un grand convaincu, peut-être de par aussi mes fonctions dans le domaine informatique, que l'évolution des logiciels informatiques doit passer par des systèmes d'aide à la décision. En termes diagnostiques, en termes thérapeutiques, etc., on en est encore loin, et en particulier on en est loin dans l'utilisation qui est faite par les cliniciens pour de multiples raisons. C'est parfois une question de temps, etc. Et certainement que l'intelligence artificielle va aider. Alors sur cette diapositive, nous avons listé quelques exemples. Certains sont parfois controversés. Celui que vous connaissez probablement le mieux, dont on a le plus entendu parler, qui est en même temps le plus controversé, c'est certainement IBM Watson, parce qu'il y a eu des erreurs, notamment qui ont été commises, etc., par la machine.
Dans les autres exemples, je vous citerai par exemple EZAI qui fait des diagnostics d'accidents vasculaires cérébraux en analysant en temps réel des images de scanners de tomodensitométrie cérébrale avec potentiellement une réduction de délai, ou des XDR qui diagnostiquent immédiatement des images rétiniennes sans intervention humaine, ou PathAI, Madame la Présidente, qui analyse des biopsies pour cancer et qui développe des algorithmes pour détecter des anomalies cellulaires et fournir des scores de probabilité pour différents types de cancers. Certainement que si tout ça est utilisé de manière intelligente, ça peut certainement apporter beaucoup de choses en termes de précision, en termes de rapidité et en termes d'aide également. Le terme d'aide est important. Un domaine où le développement de l'intelligence artificielle est le plus évident, où il est probablement le plus utilisé, c'est celui de l'imagerie médicale. Pour différentes possibilités, soit pour éliminer, regarder rapidement du tout venant, si je puis dire, des radiographies de thorax, des choses comme ça, ou bien des choses beaucoup plus précises, etc. C'est donc depuis les années 1960, en fait, qu'on utilise l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Mais c'est grâce aux techniques d'analyse par des fameux réseaux neuronaux profonds, le deep learning, développé dans les années 2010, donc de manière beaucoup plus récente, que l'imagerie médicale a très fortement progressé en précision et que ces technologies sont maintenant très largement utilisées. À titre d'exemple, parmi les presque 700 autorisations attribuées par la FDA, la Food and Drug Administration, à des dispositifs médicaux incluant des technologies d'intelligence artificielle, 77% concernent la radiologie, 77% sur presque 700. Et donc, vous voyez ici la manière, on peut revenir dans la discussion si vous le souhaitez, la manière dont ça fonctionne. Un troisième exemple, GI Genius en gastroentérologie, donc qui va réduire de 50% potentiellement, selon certaines études, les cas de cancer du côlon non détectés lors des colonoscopies. Alors évidemment, ce n'est pas le cancer du côlon en tant que tel qui n'est pas visualisé, c'est plutôt l'adénome, évidemment, la petite lésion, etc., qui n'est pas suffisamment visualisée. Et donc, en fait, GI Genius examine chaque image capturée par l'endoscope pendant la colonoscopie et signale les anomalies suspectes en entourant d'un rectangle sur l'écran du médecin. Donc elle ne remplace pas le médecin, évidemment, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui fait l'examen, mais elle attire l'attention sur peut-être des lésions un peu plus marginales ou un peu plus petites, etc. Et donc ça permet, selon certaines études, évidemment, avec des chiffres aussi précis, peut augmenter le taux de détection des adénomes de 14%, et chaque augmentation de 1% du taux de détection des adénomes réduirait le risque de développer un cancer entre les dépistages de l'ordre de 3%. Un autre élément très important également, c'est celui de la recherche pharmaceutique, qui est un processus par définition long, coûteux, avec des résultats aléatoires. Eh bien, l'intelligence artificielle permet très certainement, l'intelligence artificielle générative, vous en doutez, donc qui va générer des données, qui va apprendre, plus rapide, permet d'examiner beaucoup plus d'hypothèses de nouvelles molécules et de manière moins coûteuse. Le marché de la découverte de médicaments par l'intelligence artificielle va probablement passer de 150 millions de dollars à 1,5 milliard, donc décuplé dans les 10 prochaines années probablement. En tout cas, c'est ce qui est estimé. Un autre exemple, c'est l'in silico médecine, qui permet d'accélérer considérablement la conception d'une molécule, en moyenne en 3 semaines avec une validation en laboratoire en moins de 50 jours. Et à l'heure actuelle, plusieurs médicaments qui sont développés avec l'aide de l'intelligence artificielle d'in silico médecine sont utilisés en phase de développement préclinique et clinique. Donc nous ne sommes pas, je veux dire, dans quelque chose de futuriste où vous n'existez pas. Ce sont des choses qui sont déjà très largement utilisées. Et vu le coût en général de ces développements, les grosses industries pharmaceutiques font généralement appel à plutôt des start-up, des firmes, si vous voulez, qui sont plutôt spécialisées dans ce processus-là, plutôt que Pfizer ou AstraZeneca ou que sais-je encore, etc. Ce sont plutôt des partenariats, mais manifestement qui font partie du futur.
Alors un autre élément également qui nous intéresse, nous cliniciens dans les hôpitaux, c'est l'apport de cette intelligence artificielle générative à l'organisation des établissements hospitaliers et aux relations avec les professionnels de santé. Une série d'exemples qui sont listés sur la diapositive, je ne vais pas les passer tous en revue pour une question de temps. Ventus, par exemple, utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les plannings des salles d'opération, des urgences et de services hospitaliers divers, ce qui permet de réduire les temps d'attente. La gestion des dossiers médicaux, vous savez que l'utilisation de l'informatique médicale, elle est d'une part indispensable de nos jours. On n'a quasiment plus d'hôpitaux européens qui n'ont pas un dossier passant informatisé, mais c'est, et en particulier aux États-Unis, de plus en plus considéré comme une des causes du burn-out des médecins. Pourquoi? Parce que ça nécessite du temps d'inclure toute une série d'éléments. Alors, comparaison des paraisons, aux États-Unis, il y a une notion de législation, une notion de finance, etc., de tarification qui est basée énormément sur les DPI, mais ça fait partie des causes. On estime que 10 à 15% des burn-out peuvent être expliqués par l'utilisation des DPI qui augmentent en fait le temps considérablement. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire là-dedans? En particulier des systèmes de reconnaissance comme Nuance Communication, certains d'entre vous l'utilisent probablement dans les hôpitaux, permet de faire gagner du temps. Vous voyez un autre exemple. Je vous ai déjà parlé du support à la décision clinique, par exemple, l'automatisation de tâches administratives, etc. Alors, en recherche, évidemment aussi, ça nous permet d'identifier des groupes de patients pertinents au sein de la population. Et vous savez que les firmes pharmaceutiques, notamment quand on veut participer à des études de phase 2, elles souhaitent que l'on détermine le plus rapidement possible et le plus objectivement possible le nombre de patients que l'on peut potentiellement inclure dans cette étude de phase 2. C'est un élément essentiel pour savoir si on va collaborer avec cette firme ou si la firme va collaborer avec tel ou tel service ou tel hôpital. Et donc ça permet d'accélérer le processus, de définir des baselines et de suivre des patients inclus dans les essais, d'intégrer des données multiparamétriques dans le corpus des données des essais cliniques et de créer des groupes synthétiques. Un autre élément, de dernier exemple, c'est celui de AlphaFold, qui est l'objectif ici est de créer, de prédire dans des structures tridimensionnelles de protéines à partir de leur séquence d'acides aminés avec une précision sans précédent. Là, on est vraiment dans la recherche fondamentale. Les applications, on peut les imaginer, c'est de comprendre davantage, de manière plus pointue et plus rapide, des mécanismes biologiques, de découvrir d'autres protéines et des voies métaboliques, des recherches en biotechnologie, pour la conception de nouveaux médicaments et de thérapies personnalisées, ou la biologie structurelle, par exemple. Troisième et dernière partie dans mon exposé, les enjeux parallèles. Alors, d'autres, je pense, orateurs et les professeurs Geismuller en particulier vont évidemment en parler. Eh bien, il nous faut évidemment une approche réfléchie de ces systèmes d'intelligence artificielle générative qui ne doivent pas faire n'importe quoi. L'élément essentiel, c'est la formation initiale. Et je plaide vraiment pour qu'à un moment donné, dans nos cursus médicaux, on introduise des cours là-dessus pour que les étudiants en médecine, nos futurs confrères, comprennent ce dont on parle et comment ça peut être progressivement utilisé. C'est un élément essentiel. En faculté de médecine à l'ULG, on a récemment introduit un cursus pour 20 crédits pour les sciences biomédicales de formation, je dirais, un peu en informatique médicale, et l'objectif étant, là-bas, plus ciblé, étant d'introduire le concept de la compréhension de la pensée algorithmique. Un autre élément important, c'est l'interdisciplinarité. C'est la combinaison des expertises, évidemment, qui va devoir piloter tout cela. Quelles expertises? J'en vois trois. L'expertise médicale, bien sûr, l'expertise technique, informatique et mathématique, pensée algorithmique, et la troisième, c'est bien sûr l'expertise éthique, avec des compléments évidemment entrepreneuriaux. Une collaboration étroite est importante, et cela nous amène évidemment à toute une série de risques généraux qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec des processus de mitigation. Dans cette première diapositive, je vais simplement lister brièvement les risques généraux qui sont liés à l'utilisation de l'IA, et donc pas uniquement les risques médicaux.
le biais de la discrimination. Pourquoi la discrimination? Parce que les algorithmes, évidemment, peuvent perpétuer ou amplifier des biais présents dans les données d'entraînement, d'utiliser toujours le même type de données. Les atteintes à la vie privée, évidemment, si nous utilisons des données réelles, cela signifie qu'il y a un risque par rapport aux données synthétiques. La sécurité, les cyberattaques, vous savez qu'on en parle tous les jours, donc c'est évidemment une notion extrêmement importante. Imaginez que des systèmes d'intelligence artificielle peuvent être évidemment vulnérables aux attaques cybernétiques. Ce n'est pas uniquement pour aller chercher des données et les publier, mais des adversaires, par exemple, pourraient manipuler des algorithmes pour provoquer des défaillances dans des systèmes critiques, tels que ceux utilisés dans des infrastructures essentielles ou dans des systèmes financiers. On a déjà mentionné les pertes d'emploi, les disparités économiques, l'absence de transparence. Vous savez, quand certains pensent que les vaccins sont développés pour que Bill Gates puisse introduire une micro-nanopuce dans le bras et suivre les gens, on comprend bien qu'une boîte noire telle que celle de ChatGPT ou les réseaux de neurones artificiels profonds sont autrement plus inquiétants pour les complotistes de tout genre. On va lier à ça l'autonomie et la perte de contrôle. Nous avons déjà parlé des problèmes éthiques et moraux. Et il y a évidemment un impact sur la démocratie et la société. Vous vous souvenez des discussions qui ont été faites sur l'influence, et on n'était pas encore où on en est maintenant, notamment dans le cadre du Brexit ou de l'élection de Donald Trump en 2020 aux États-Unis. Il y a alors des risques qui sont spécifiques à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Des erreurs diagnostiques et thérapeutiques, on a évoqué Watson tout à l'heure. Des biais et des inéquités qui peuvent s'appliquer également dans ce domaine-là. Des problèmes de confidentialité et de sécurité des données, une dépendance excessive à la technologie, des problèmes éthiques et légaux, complexité de l'intégration. Tout cela constitue des risques qu'il ne faut pas méconnaître, qu'il ne faut pas minimiser, mais qu'il faut probablement mitiger. Donc il y a toute une série de pistes de solutions, telles que promouvoir un développement éthique et responsable, je crois que nul n'en disconviendra, la formation et la sensibilisation, particulièrement dans nos facultés, et aussi l'académie a certainement un rôle important à jouer, au travers de séances comme celle-ci, au travers de publications, de livres blancs, de réunions avec le pouvoir politique, etc. De demander la transparence et l'explicabilité. Les données, évidemment, réelles doivent être protégées. Le processus doit être évalué et validé. Nous devons établir et contribuer à établir en tant qu'académiciens des réglementations et des normes, et collaborer et établir des partenariats, et notamment des partenariats publics-privés sont indispensables dans ce cadre-là. La sécurisation des données de santé est évidemment une préoccupation majeure du débat public. Les hôpitaux investissent énormément dans la cybersécurité. C'est un point. Alors, il faut noter que très récemment, il y a quelques semaines, en mai 2024, le Parlement européen a adopté l'EI Act, qui marque une étape cruciale dans son parcours législatif. Cet acte vise en fait à réguler l'EI dans l'Union européenne, avec une approche basée sur les risques, en classant d'inacceptable, élevé, limité et minimal. On peut revenir sur des exemples dans la discussion. C'est limité évidemment à l'Union européenne, aux États-Unis ou particulièrement en Asie. Nous ne sommes malheureusement pas à ces niveaux d'évaluation de risque, avec des pénalités qui vont évidemment derrière, si on ne respecte pas ça. Alors pour conclure, l'intelligence artificielle transforme certainement profondément le paysage médical en offrant des outils puissants pour le diagnostic, le traitement et la recherche. Mais pour maximiser ses bénéfices tout en minimisant ses risques, plusieurs conditions doivent être remplies. Une formation adéquate est essentielle pour les professionnels de la santé. La collaboration interdisciplinaire est également cruciale, réunissant les différentes expertises que j'ai citées tout à l'heure, avec une approche éthique rigoureuse, indispensable pour garantir la protection des données et bien sûr la fiabilité des résultats, sans laquelle nous courons à la catastrophe. L'intégration harmonieuse de l'intelligence artificielle avec l'expertise humaine constitue l'avenir de la santé. Nous devons, en tant que professionnels, maîtriser les connaissances de base tout en utilisant ces outils pour des tâches répétitives et proposer des décisions basées sur les analyses de données. Donc je suis convaincu que l'intelligence artificielle, avec cette synergie entre elle-même et l'humain,
peut améliorer la qualité des soins, rendre les processus plus efficaces et ouvrir de nombreuses perspectives en recherche et en médecine si nous faisons cela de manière intelligente avec l'intelligence humaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe pour cette mise en lumière des points majeurs de l'introduction de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, je vous en prie. Oui, je voudrais te féliciter d'abord d'avoir pris l'initiative d'organiser un symposium, une conférence en tout cas sur cette thématique extrêmement importante et d'avoir invité des personnalités importantes aussi. Moi j'ai bien connu l'époque des systèmes experts. On avait fondé énormément d'espoir dans les systèmes experts. Je pense que tu l'as très bien montré également sur une diapositive, il y a eu à un moment donné un stop, parce qu'on a fait produit monts et merveilles avec les systèmes experts et on a bien vu à un moment donné que ce n'était pas ce qu'on pensait. Alors je pose la question aujourd'hui, est-ce que ce risque encore existe aujourd'hui aussi, ou est-ce qu'on est vraiment dans, je dirais, dans une spirale ascendante, parce qu'il est évident que l'intelligence artificielle aussi implique des coûts importants dans le futur. Ce ne sont pas des sociétés philanthropes, je veux dire, ce sont des gens qui évidemment, derrière tout ça, il faut financer tout ça. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que ça ne va pas aussi positionner les hôpitaux face à des coûts importants pour acquérir les dernières technologies? Ça, c'était une première question. Et la deuxième, la formation du personnel est également extrêmement importante. Et comment est-ce que vous envisagez, vos CHU, la formation du personnel de terrain sur cette problématique? Ce sont d'abord, merci pour tes commentaires, Adelin. Et bon, d'abord, pour la première question, je dirais que je n'ai pas de boule de cristal, mais que, vu où on en est, l'évolution de ces dernières années qui est exponentielle, c'est difficile d'imaginer que ça ne va pas continuer de cette manière-là. Alors, en règle générale, quand vous regardez l'évolution des technologies, par exemple de nouveau Gartner, vous avez un cycle. Donc vous avez d'abord, je dirais, un pic de colline d'enthousiasme, vous avez une vallée dite de désespoir, et puis ça remonte progressivement et se stabilise. Alors où sommes-nous pour l'instant? À mon avis, on est entre le pic et la vallée quelque part, on est loin de la stabilisation. Vous avez ceux qui pensent peut-être encore que l'intelligence artificielle va tout faire, mais avec certains espoirs et beaucoup de craintes, se disant elle va prendre toute une série de professions. Ce qui est vraisemblable, ce qu'il faut, c'est progressivement orienter des formations aussi vers d'autres métiers. C'est évident que, par exemple, dans les tâches répétitives, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Donc, pour répondre à la première question, je pense que ça va continuer à se développer à une vitesse qui va rester exponentielle, mais qui va peut-être à un moment donné se réduire un petit peu ou se stabiliser un petit peu comme en règle générale. On verra. Ça mériterait peut-être de réorganiser un symposium là-dessus dans 4-5 ans pour voir où nous en sommes. Deuxième question, mais oui, il y a un coût évidemment important. Donc l'élément, c'est de se dire, je pense que c'est incontournable, il faut le faire de manière réfléchie, intelligente, et associer probablement ces investissements à des réductions de coûts ailleurs. Alors il est possible, malheureusement, que la réduction de ces coûts, ce soit des réductions des coûts personnels. Ça, ce n'est pas du tout impossible. Voilà, mais donc on ne va pas évidemment remplacer 500 infirmiers et 200 médecins par 700 informaticiens, clairement, ce n'est pas l'objectif. Mais peut-être que, de nouveau, si on prend le personnel médical ou paramédical, peut se recentrer sur des tâches cliniques, humaines, intelligentes, aussi de recherche, et moins sur des tâches répétitives. Ce sont des éléments importants. Pour voir, mais c'est certainement un processus de transformation extrêmement important auquel les hôpitaux vont faire face dans, on va dire, la décennie qui est en cours et probablement le début de la suivante. Et enfin, bien entendu, la formation est importante. Alors, on en est au balbutiement, au CHU, on a un dossier patient informatisé qui fonctionne bien mais qui est ancien. Donc il y a des projets plutôt d'intelligence artificielle dans certains services, en pneumologie, en imagerie médicale, à différents endroits. On essaie de contribuer largement dans le département, dans des projets notamment fédéraux européens dans ce domaine-là. Mais c'est certain que la formation doit être développée et on a introduit récemment
une charge en santé numérique qui est détenue par le professeur Riganti qui va s'exprimer après moi, mais on n'en est pas encore à l'introduction de cours obligatoires dans le cursus de médecine. Merci. Oui. Oui, merci pour votre exposé. J'avais deux questions en fait. La première, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer, je pense qu'il y a un risque quand même, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle générative en fait pour faire des cyberattaques. Et le complément, c'est est-ce qu'on pense déjà à un système de sécurité de contre-attaque. La deuxième question, ça concerne est-ce qu'il y a un recensement de toutes ces intelligences artificielles? Est-ce qu'il y a un système d'évaluation basé sur des critères objectifs? Bon, pour la première question, le risque nul n'existe pas dans ce type de domaine. Donc il faut mettre en place effectivement, ce qui est progressivement fait, des systèmes de contre-pouvoir ou de contre-évaluation de tout cela essentiellement. Ce n'est pas le domaine ici de l'exposé. On pourrait faire une autre séance sur la cybersécurité. C'est vrai que la cybersécurité, ça devient une affaire d'État. Vous avez des États comme la Corée du Nord, par exemple, qui financent leur développement nucléaire par des cyberattaques. La Russie également se finance en partie de cette manière-là. Donc c'est évidemment un problème majeur. Leur objectif étant d'obtenir de l'argent. Alors il y a l'objectif peut-être encore plus dangereux, qui est un objectif disruptif par rapport à nos systèmes de soins, par rapport à nos systèmes de sécurité, etc. Donc il y a un risque, évidemment. Imaginez, à un moment donné, il y a une prise, je ne sais pas moi, de contrôle d'un avion qui se retrouve au sol et qu'on explique que c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait, en perte de confiance que ça amènerait. Donc il faut être très, très vigilant. Deuxième question, c'est très difficile d'avoir un cadastre, un registre par rapport à cela. C'est un peu comme dans un domaine un peu parallèle, le registre des applications dans le sens app sur l'iPhone, par exemple, des applications médicales. Donc on a essayé il y a quelques années, j'étais un peu forcé à appliquer là-dedans au niveau de la Société européenne de cardiologie, l'ESC, de travailler là-dessus, et on a momentanément mis ça au frigo, parce que c'est très difficile et ça a un coût extrêmement important. L'objectif n'était pas de les recenser, mais de les certifier. Et ça, c'est très compliqué. Donc, effectivement, c'est une question très pertinente. La réponse est, là, on en est au balbutiement, à ma connaissance. Je propose qu'on alterne juste avec un genre. Prends le micro peut-être pour qu'on entende. Donc, parmi les risques généraux, merci pour le très bel exposé. Je pense qu'il y en a un qui n'a peut-être pas été mentionné, c'est la surconsommation énergétique. Alors, il était dans les DIA, mais je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est raison. C'est pour moi un domaine fondamental aujourd'hui dans le cadre des émissions de CO2, donc on n'en parle pas assez. Et donc, ma vue, c'est que, je ne suis certainement pas anti-technologie, c'est pas ça, mais je pense que mettre de l'intelligence artificielle dans tous les domaines de la vie, et donc moi, dans le milieu médical, on le voit, on le vit au quotidien, je peux te dire que l'acceptation des patients vis-à-vis de toutes ces technologies-là est relativement limitée. Et je pense que ça peut être aussi une fausse route de vouloir en mettre dans tous les domaines de la médecine. Je suis d'accord avec toi. D'abord, par rapport au premier point, c'est clair que c'est une... Ça c'est l'informatique en général, la consommation énergétique est extrêmement importante. Et beaucoup ne se rendent pas compte de ça. Beaucoup ne se rendent pas compte de ça. Quand vous voyez qu'on envoie un mail, un SMS ou que sais-je encore pour tout et n'importe quoi, en particulier auprès de nos jeunes qui, sans les critiquer, jeunes populations, je ne parle pas de confrères ou de consoeurs, qui sont aussi intéressés par tout ce qui est écologie, il faut parfois se rappeler que tout ça, je veux dire, le cloud, c'est pas réellement, ça ne va pas dans les nuages, tant qu'il y a des serveurs quelque part, hein, et le coût de refroidir tout ça en termes d'électricité est extrêmement important. Alors pour ce qui est des patients, oui, bien entendu, il faut privilégier la relation habituelle médecin-malade, etc. Mais je crois qu'on ne coupera pas à l'aide que ça peut nous apporter, mais ça doit être accompagné de manière intelligente et bien ciblée. Je crois qu'on se rejoint sur ce point-là. Merci. On a la place à nos collègues sur le net. C'est Jean-Marie, le professeur Jean-Marie Raki. Je pense que je ne vais pas ébrécher son nom, donc désolé professeur si vous m'entendez le faire. Qui demande ce que vous pensez de la prise de décision en temps réel par l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a déjà répondu partiellement à la question précisément. Je
Je pense qu'il est nécessaire qu'elle soit accompagnée personnellement par un médecin, mais que ça peut faire gagner du temps et une précision. C'est évident. Si on prend le professeur Aki, qui est professeur d'ophtalmologie à l'Université de Liège, et donc ça peut aider, par exemple, dans des examens de fond d'œil ou d'autres éléments, etc. Mais ça doit être aidé. Autre question dans la salle? Philippe, moi je me permettrais de te poser une question peut-être plus scientifique, parce que j'ai toujours un arrêt par rapport aux données synthétiques. Est-ce qu'il y a des études qui ont pu, dans des programmes bien précis, par exemple d'aide au diagnostic, comparer un même outil avec les données synthétiques et avec les données réelles? Parce que est-ce qu'ils ont la même efficacité in fine? Oui. Progressivement, oui, mais c'est encore un domaine de recherche important à développer, manifestement, mais on en arrive à ce stade-là, effectivement. Oui. Je ne saurais pas tout citer, on peut regarder, envoyer un mail avec quelques références dans ce domaine-là, mais il y a des exemples précis, notamment en pathologie ou en imagerie médicale, où c'est le cas. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'à dans un futur plus ou moins proche, 3-4 ans, on n'utilisera plus des données médicales réelles. De moins en moins. C'est l'image de Gartner qui montre que là on est encore avec des données réelles, je pense à rapport 2, et puis qui va s'inverser progressivement, et d'ici 4-5 ans, on aura une proportion beaucoup plus importante de données synthétiques utilisées. Ok, c'est un sport important. C'est un élément important, mais ça peut introduire des biais aussi, hein. On a parlé notamment des biais de représentation par rapport aux minorités, des choses comme ça, c'est un élément dont il faut être conscient. Merci beaucoup. J'avais une question, une réflexion dans l'ensemble sur le fait que finalement les outils que l'homme conçoit lui permettent de gagner du temps, finalement, de gagner du temps dans une vie, de gagner du temps par rapport à un problème. Ça fait le cas également de l'ordinateur qui fait le calcul en quelques minutes par rapport à ce qu'il faudrait pour un homme pendant parfois des semaines. Et donc, en fait, par rapport à notre durée courte de vie, ce sont des outils utilitaires. Et je trouve que le mot utilitaire à l'intelligence artificielle revêt une importance capitale liée aux critères de l'objectivité d'une part, parce que comment mettre en évidence le vrai du faux, et c'est aujourd'hui un des problèmes majeurs de notre société, comment d'une certaine manière, et là c'est, je dirais, plus humain, mettre en évidence le bien du mal aussi. Et tout ça peut arriver à l'idée que ça doit être une aide, que ce soit à la décision ou à des problématiques scientifiques très difficiles à gérer avec des quantités phénoménales de données. On voit que l'ordinateur permet ça aujourd'hui. Et je suis heureux que l'Europe ait amorcé une législation importante avec l'intelligence artificielle Act. L'Europe est de plus en plus sur la Terre une structure qui est amenée sans doute à nous protéger, puisqu'elle est la plus liée à des démocraties et peut-être contrôle ce qui pourrait ne plus être démocratique dans d'autres pays de ce même consortium. Ma question était, est-ce qu'il existe une équivalence légale au niveau des États-Unis ou d'autres structures comme le Canada ou l'Australie, par exemple? Oui, mais je pense qu'on n'atteint pas le même niveau de protection qu'en Europe. On est à un niveau inférieur et puis l'Asie est encore inférieure. Donc effectivement, là probablement aussi que le lobby des grosses sociétés technologiques, hein, donc type Nvidia, Microsoft, Apple, Google, etc., évidemment très important. Et donc l'Europe est à la pointe par rapport à cela, et je te rejoins, ça doit être un système d'aide, évidemment. Mais ce sont des systèmes d'aide qui sont excessivement performants. Merci. Pas d'autres questions? Je vous en prie. L'expérience du clinicien est très importante et éventuellement son intuition également. Alors je voudrais savoir comment, je suppose que c'est prévu que ça va se faire, seront entraîner les intelligences artificielles à profiter de l'expérience. Seront-elles nourries systématiquement, automatiquement,
dynamiquement des résultats, des décisions prises, des thérapeutiques proposées et ainsi de suite. Et à ce propos-là, je me dis que si on n'utilise plus les données réelles des patients, on n'aura pas ce feedback. Merci. C'est tout à fait pertinent, évidemment. C'est clair que l'utilisation de données réelles a ses avantages et ses risques, et l'utilisation de données synthétiques diminue considérablement cet impact et l'expérience, l'intuition, etc., humaine, par définition, en tout cas l'intuition ne peut pas, ou je vois en tout cas comment elle peut être introduite dans ce processus. Donc, je pense que la réponse à votre question, je partage l'inquiétude, c'est de revenir à ce que disait le secrétaire perpétuel, c'est que ça doit être un système d'aide. Ça doit être un système d'aide à la décision, mais un système d'aide à la décision qui est extrêmement performant. Et si vous voulez, on parlait de l'utilisation de masse importante de données, etc. Notre médecine de ces dernières décennies est basée sur la pyramide d'évidence. Et en particulier, ce qui est au sommet de la pyramide d'évidence, ce sont les randomized control trials et leur méta-analyse, ce qui est tout à fait logique, et puis on descend. Mais si vous regardez les critères d'exclusion des randomized control trials, la plupart du temps, vous avez 90 ou 95% des patients qui sont exclus. Et donc, des 5 ou 10% de patients qui sont inclus, et des résultats obtenus, autant qu'ils soient probants, on va supposer que cela s'applique à l'ensemble de la population. Et donc, la limite de notre médecine jusque maintenant, elle est clairement là, et là, avec tout ce dont on dispose maintenant, je pense qu'il faut associer ces résultats de données randomisées qui sont implémentés dans les guidelines, en principe, avec une médecine de plus en plus personnalisée, qui va aller chercher des données génomiques, protéomiques, métabolomiques, etc., dans les dossiers des patients, environnemental, tout ce que vous voulez, et qui va permettre de personnaliser la médecine. Et ça, évidemment, l'humain, est-ce qu'il peut le faire? Oui, mais pour chaque patient, ça va probablement lui prendre des heures, ce qui est probablement impossible à la consultation. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut nous aider. Mais là, évidemment, je vous rejoins, on est dans l'intelligence artificielle qui utilise des données réelles, évidemment. Et donc, la frontière est étroite, elle est là, évidemment. Philippe, moi je trouve qu'il y a quand même un concept qui est compliqué, c'est qu'on achète des outils diagnostiques qui vont être, comme tu l'as dit, certifiés, à partir des certifications. Au moment où ils sont implémentés dans nos hôpitaux, ça veut dire l'équivalent d'IVDR, et donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas toucher à la base de données sinon on perd la certification. Donc comment peut-on avoir cette dynamique d'entraînement de l'intelligence artificielle avec des nouveaux cas alors qu'on ne peut pas toucher à la base de données? Je pense que c'est une excellente question. Je pense qu'à ce moment-là, c'est clair qu'il faut un partenariat avec la firme qui permet d'évoluer dans ces différents éléments-là. Un peu comme dans un programme informatique, tu fais une maintenance. Généralement, on a 22% de maintenance quand on achète un logiciel. Et cette maintenance, c'est une maintenance évolutive. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles versions du logiciel, elles sont mises à disposition. Donc j'imagine qu'on est dans un système similaire où les données, la base de données, doit être modifiée. C'est une très bonne remarque, bien sûr. There is a lot of work to do. C'est clairement très clair à ce niveau. Merci. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Merci pour cette présentation intéressante, cette discussion intéressante. Les logiciels d'intelligence artificielle développent aussi de plus en plus ce qu'on appelle l'empathie. Au dernier congrès de pédagogie médicale, ils ont montré des études canadiennes qui comparaient, donc faites avec des patients, qui comparaient l'empathie des médecins à l'empathie de l'intelligence artificielle développée à cet instant. Et de manière inquiétante, étonnante, il y avait un écart majeur entre l'empathie faite par ces systèmes et le médecin en faveur de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez déjà ou pas cette notion-là, mais moi, en tant que médecin clinicien, ça m'interpelle quand même un peu. Et donc, quand on a une des conclusions, c'était attention à la formation des médecins.
il va falloir travailler encore plus là-dessus parce que c'est sur des choses hyper performantes. Et avec ce qu'on est en train de donner pour entraîner les patients qui peuvent répondre, ça donne de l'empathie et ça répond. Et il paraît que c'est super bien organisé pour en boucle répondre, alors que le médecin clinicien, après une fois, ça s'arrête, la machine de nuance. Quasi infini, cette catégorie. Je ne connaissais pas cette étude. Les Canadiens ont toujours été depuis quasi 25 ou 30 ans très en avant dans la pédagogie médicale, donc ça ne m'étonne absolument pas. C'est un point interpellant, effectivement, mais c'est un élément sur lequel on doit travailler dans de multiples éléments. Vous savez, parfois on me demande est-ce qu'on a, de manière, c'est dit un peu quelque part ici, est-ce qu'on a peur de l'intelligence artificielle? Moi je réponds souvent de manière un peu provocante, et plutôt peur du manque d'intelligence humaine de certains. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a voté pour le Brexit ou qui a eu Trump aux États-Unis. Hopefully not. Merci. Voilà, merci beaucoup.